7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et pour cette table ronde, nous retrouvons trois invités. Alors Xavier Hofer, criminologue, docteur en géographie et en géopolitique à l'université Paris-Sorbonne, directeur d'études et enseignant au CNAM, professeur associé au département de recherche en sciences criminelles à Shanghai et à George Mason University, donc c'est à Washington, et directeur de collection au CNRS avec de nombreux ouvrages consacrés à la criminalité et au terrorisme. Bref, un expert. Nous avons aussi Kevin Mauvieux, député du Rassemblement national dans la 3e circonscription de l'Eure. Et puis nous retrouverons juste après le bulletin d'actualité Anselme Boussuge, fondateur de l'Institut Triomphe, pour parler de ces 2 agents pénitentiaires qui sont morts, ces 3 autres qui sont blessés après l'attaque d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure. Le détenu qui devait être transféré, Mohamed Amra, a pris la fuite avec les assaillants. Et donc on va faire le point maintenant sur cette affaire. Pour commencer, Xavier Hofer, y a-t-il une montée, voire une explosion du grand banditisme en France, puisque apparemment cette affaire, c'est une affaire de grand banditisme? D'abord, constatons que dans cette affaire, comme dans la plupart des autres, sans esprit politique que ce soit, c'est toujours un peu les mêmes qui tuent et un peu les mêmes qui sont tués. Il faut le constater. Comme ça, j'espère que Mme Sandrine Rousseau et consorts, ça leur baissera un peu le caquet sur les malheureuses victimes de l'exclusion et du racisme. Premier point. Deuxième point, ce qui se produit non seulement dans l'affaire de l'assassinat de ces malheureux et les blessures graves infligées à au moins 2 autres, c'est l'incapacité absolue du gouvernement et de l'État actuel de se faire prendre au sérieux par les bandits. Quand arrive à la télévision un individu qui dit « vous allez voir, ça va mal se passer », il faut que les bandits, les honnêtes gens d'abord, mais aussi les bandits, les prennent au sérieux. Quand M. Macron dit qu'il va se fâcher, qu'est-ce que vous faites? Quand M. Attal dit qu'il va se mettre en colère, qu'est-ce que vous faites? Quand M. Dupond-Moretti dit qu'il va réprimer, qu'est-ce que vous faites? Et quand M. Darmanin, le serial menteur qui ment comme il respire, dit qu'il va réprimer encore plus fort, vous éclatez de rire. Moi, vous savez, les criminologues rencontrent de temps en temps des malfaiteurs. C'est notre métier. Nous les rencontrons comme le médecin rencontre des patients. Voyez-vous, ça ne signifie pas qu'on les aime, ni qu'on les pardonne et qu'on leur comprend, mais il faut qu'on leur parle pour savoir ce qu'il y a dans leur tête. Je ne reprends naturellement pas ces propos-là à mon compte, mais quand je leur parle des dirigeants régaliens de la France, là, les 4 que j'ai nommés, ils me disent « ah, c'est des bouffons ». Voilà comment ça se passe. Alors, les opérations place nette, ce sont des bouffonneries. Hein, les menaces de répression sont des bouffonneries. Vous avez un ministre de la Justice qui est applaudi par les taulards quand il entre dans une prison et qui est hué par les magistrats quand il se présente devant eux. Eh bien, nous payons les Français et hélas, les fonctionnaires régaliens, les policiers, les surveillants de prison, les gendarmes, tout le monde, les polices municipales bien sûr, tout le monde paye le résultat de cette politique progressiste, bobo, sournoisement complice des malfaiteurs que nous avons au pouvoir. J'ajoute que le fondateur, un des fondateurs, et j'en termine là-dessus, un des fondateurs du parti politique de M. Macron, qui s'appelait à l'époque En Marche, ou La République En Marche, M. Bigorgne, devant un tribunal, a dit qu'il consommait, qu'il prenait, qu'il sniffait 4 grammes de cocaïne par jour. C'est lui qui le dit lors de son procès. Vous comprenez, j'étais un peu mal dans ma peau parce que je prenais 4 grammes de cocaïne par jour. Mais à qui il l'achète, la cocaïne en question? Il l'achète aux complices ou aux amis de ceux qui, hier, ont flingué les malheureux fonctionnaires victimes de leurs devoirs. Voilà ce qui se passe en France à l'heure actuelle. Et tout le reste, c'est de la poésie. Kevin Mauvieux, j'imagine que vous partagez ce constat avec Xavier Hofer. Alors, rapidement, en quelques mots, on reviendra après. Il y aura le bulletin d'actualité d'ici 1 minute. Bah écoutez, rapidement, bonjour à tous. Rapidement, ça va être facile, puisqu'effectivement, je ne vais pas dire que tout a été dit, mais enfin, une grande partie des éléments viennent d'être donnés.
Aujourd'hui, on a une population de racailles, de délinquants, de criminels qui rit au nez d'un gouvernement qui, depuis 7 ans, à chaque fait divers, vient devant les caméras, l'alarme à l'œil et le poing serré, nous dire maintenant c'est terminé, maintenant c'est fermeté, maintenant c'est autorité. Et derrière, il ne se passe jamais rien. Derrière, on fait une loi de programmation de la justice où on prévoit d'éviter les courtes peines, où on prévoit de renforcer les aménagements de peine, où on continue dans la culture de l'excuse permanente. On trouve toujours des excuses aux malfrats parce qu'ils ont pris une fessée probablement quand ils avaient 5 ans, donc ils ont un traumatisme et aujourd'hui ce traumatisme se transforme comme ça, il faut le comprendre. Donc toujours moins de peine, toujours plus de faiblesse. Et puis si on prend le dernier exemple en date qu'on avait eu en termes de grande violence, c'était les émeutes. La réponse de Dupond-Moretti avait quand même, rappelons-nous, été d'une grande fermeté puisqu'il avait envoyé des flyers aux parents pour leur rappeler qu'il fallait s'occuper de leurs enfants. Donc si vous voulez, effectivement, partant de ce principe-là, une grande partie du problème est dite, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de fermeté, et on n'envoie aucun signal de respect ni des forces politiques qui décident, ni des forces de police et de gendarmerie qui sont sous l'autorité des forces régaliennes. On y revient dans un instant. Tout de suite, il est 8h et c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors messieurs, avant de reprendre, je me tourne donc vers Anselme Boussuge, le fondateur de l'Institut Triomphe, qui va venir éclairer nos échanges avec des statistiques, puisque c'est bien le sujet qui l'intéresse. Bonjour Anselme. Bonjour Liselotte. Alors dites-nous, quels chiffres devons-nous retenir ? Alors quels chiffres, effectivement, je voulais vous parler aujourd'hui, faire un petit éclairage sur le milieu carcéral. C'est un milieu dont on entend régulièrement parler, on entend souvent parler des conditions de vie en prison. C'est effectivement un sujet important, notamment quand on sait que le taux actuel, par exemple, d'occupation de prison est de l'ordre de 120%. Alors n'y a-t-il pas assez de prisons ou y a-t-il trop de délinquants ? Ça, je vous laisse vous faire votre opinion. Mais on entend souvent, à mon goût, un peu moins parler des conditions de vie de ceux qui y travaillent, et particulièrement des surveillants pénitentiaires. La prison aujourd'hui, c'est un budget de 3,6 milliards d'euros. C'est des dizaines de milliers d'emplois administratifs, culturels, mais c'est aussi des dizaines de milliers de surveillants. Ce sont eux qui sont le plus confrontés à la misère carcérale dans des conditions qui sont parfois, je dirais même souvent, très difficiles. Une enquête qui était menée sur plus de 700 salariés alertait déjà il y a 20 ans sur les conditions de travail de ces surveillants. Le rapport expliquait qu'on avait à peu près 32%, soit un tiers des surveillants pénitentiaires, par exemple du centre de Gradignan, qui présentaient des symptômes de la dépression. Et ces symptômes, ils montaient à 66% quand on parlait des femmes surveillantes qui travaillaient par exemple à la prison Fleury-Mérogis. Donc les conditions de travail difficiles, surtout aussi dans le taux d'absentisme qui est très fort. On a par exemple seuls 12% des surveillants qui ne se sont pas absentés lors des 12 derniers mois. Et surveillant pénitentiaire, c'est aussi un métier où on se sent abandonné, pas respecté et même dévalorisé. En tout cas, c'est ce que déclarent les personnes qui sont concernées. Moins de 3% pensent que leurs collègues apprécient leur travail, 64% n'ont pas confiance en ceux qui travaillent avec eux, et 58% estiment que leur hiérarchie ne les respecte pas. Tout ça pour un salaire parfois souvent même en dessous des 2000 euros par mois, et un des métiers avec les taux de suicide le plus élevés, le tout dans le silence assourdissant des médias. Malgré tout, tous les ans, on a des jeunes qui s'engagent dans ce métier passion, même si 10% d'entre eux démissionnent malheureusement avant la fin de la première année, et que le métier est jugé de plus en plus dangereux, alors même parfois jusqu'au drame. Je pense que vous allez en parler assez largement. Voilà, plus de détenus, moins de moyens, voilà le cocktail pour un métier qui devient aujourd'hui en faillite. Alors j'adresse aujourd'hui un grand merci à tous ceux qui font ce travail combien nécessaire. Merci beaucoup Anselme pour cet éclairage. On va s'en servir pour rebondir là-dessus avec nos invités. Alors, on entendait la détresse de ces surveillants pénitentiaires. Xavier Hofer, aujourd'hui, ils annoncent vouloir bloquer les prisons. Alors, on va voir si ça a lieu ou non, ces grands blocages. Est-ce que vous pensez que c'est une solution ? Je pense surtout que tout le ministère de la Justice vit dans des conditions invraisemblables. Nous avons, en France, je l'ai déjà dit, personne ne m'a contredit, une justice de clochards. En tant que professeur à l'Institut de criminologie, j'ai eu un grand nombre d'étudiants qui ont choisi d'entrer dans la justice. Effectivement, comme le disait votre invité, c'est un métier passion. Dans une société qui pense qu'au fric, il faut savoir qu'on ne sera jamais riche, qu'on sera toute sa vie confronté à des difficultés, et les difficultés à l'heure actuelle sont insurmontables. D'abord,
par le fait que chaque année, on empile des lois nouvelles sur les gens qui se sentent injuriés parce qu'on n'a pas respecté leur orientation sexuelle, etc. Ces lois-là, elles existent. Comme elles existent et qu'on en rajoute de nouvelles chaque année, il faut les respecter. En 2017, le volume de toutes les infractions, le volume que tout magistrat a sur son bureau, ce volume faisait 1500 pages. Le même volume, on le renouvelle tous les 4 ou 5 ans en 2023, fait 2200 pages. Il a pratiquement doublé de volume. Les magistrats qui ont ce volume sur leur table n'ont pas une secrétaire de plus, n'ont pas un bureau de plus, n'ont pas un ordinateur de plus, n'ont pas un greffier de plus. J'ai de nombreux étudiants magistrats. Il y en a un, je le cite souvent en exemple. Il est dans une zone frontière où il y a effectivement beaucoup d'infractions commises, transfrontières et autres, des vols, des braquages dont les braqueurs se réfugient à droite et à gauche, etc. Il a 300 dossiers sur son bureau. S'il voulait rendre la justice sereinement, s'il voulait ne pas faire d'erreur, parce que plus les dossiers se multiplient, et dans un domaine où naturellement la procédure est indispensable, il faudrait qu'il en ait 30. Il en a 10 fois plus. Comment voulez-vous? Alors, peut-être certains magistrats sont-ils de gauche ou d'extrême gauche, la grande majorité sont simplement submergés. Je termine sur un autre point, sur les affaires, le bidonnage absolu des mesures présentées par Monsieur Dupond-Moretti et même par Monsieur Attal. Il y a en fin juin et début juillet 2023 en France des émeutes. Tout le monde a constaté sur le terrain qu'une grande partie des émeutes était le fait de mineurs, c'est-à-dire de gens qui avaient moins de 18 ans. Il y a un article du Code pénal, à l'heure actuelle, présent, là, qu'on pourrait appliquer demain matin, qui est l'article 227-17, qui dispose que tout parent, père biologique, père adoptif, tuteur, quoi que ce soit, qui a la responsabilité morale, la responsabilité d'un mineur, et qui met ce mineur en danger, en état de danger physique ou moral, entendez-moi bien, physique ou moral, est passible de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Cette loi n'est jamais appliquée, jamais. Si on l'appliquait, les émeutes baisseraient de 60% du jour au lendemain. Et là, maintenant, que vient faire Monsieur Attal et que vient de faire Monsieur de Montmoretti, disait cette loi, on va l'alourdir, c'est-à-dire qu'on va condamner les gens, par exemple, à 3 ans de prison et à 40 000 euros d'amende. Qu'est-ce que ça peut foutre, pour parler en français de tous les jours, alors qu'on ne l'applique jamais? Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit « le mot chien ne mord pas ». Eh bien voilà, on est dans des mesures factices qui sont faites pour le 20h ou pour faire plaisir aux petits bobos du Monde et de Libération et qui n'ont aucun effet dans la vie de tous les jours. Alors j'imagine que monsieur le député voit ça, je le vois chez de la tête, il voit ça tous les jours dans sa circonscription. Eh bien voilà, à lui d'en dire des vertes et des pas mûres. Alors justement, Kevin Mauvieux, vous entendez les propos de Xavier Hofer et puis le réel semble confirmer tout ce que Xavier Hofer avance, puisque Mohamed Amra avait tenté de s'évader 2 jours avant cette attaque et des mesures de sécurité avaient été prises selon le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Et pourtant, cela n'a empêché en rien l'attaque du fourgon et l'évasion du détenu. Alors les mesures de sécurité sont-elles vraiment à la mesure des problématiques sécuritaires en France, ou bien est-ce que le problème, comme l'explique Xavier Hofer, c'est plutôt qu'au-delà des mesures, c'est l'application qui pose problème? Bah, évidemment. Alors après, il y a les deux. Il y a un problème de mesure et il y a un problème d'application des mesures. D'abord, sur ce que disait M. Hofer, il avait tout à fait raison. On a tout un tas de lois aujourd'hui, parce que on a évoqué le 227-17 pour la responsabilité des parents. C'est pas la seule loi qui n'est pas appliquée. Des lois comme ça, il y en a plein qui ne sont pas appliquées aujourd'hui. Prenez par exemple la loi qui interdit le port d'armes sur la voie publique. Le port d'armes, y compris le port d'une arme blanche. Vous n'avez pas le droit de vous promener avec un couteau dans la rue. On n'a pas de chiffres officiels parce qu'il n'y a pas de poursuite, mais la quantité de jeunes aujourd'hui qui sont contrôlés avec un couteau sur eux et qui n'ont pas le droit de l'avoir et qui repartent comme des fleurs, comme si de rien n'était, parce qu'on n'applique pas cette loi sur l'interdiction du port d'armes blanches,
c'est autant de jeunes qui continuent à se promener avec des couteaux, et puis le jour où il y a une altercation, et le jour où ça se passe mal avec Monsieur X ou Monsieur Y, on sort le couteau et on plante. Et après, on est surpris, on ne comprend pas. Autre élément, moi qui est remonté de terrain, de ma circonscription hier, suite à ce qui s'est passé, pour vous dire aussi qu'on met les moyens là où on a envie et là où c'est facile. J'ai reçu quelques messages de chasseurs, parce que dans le département de l'Eure, il y a tout un tas de chasseurs, qui m'ont interrogé et qui m'ont dit, mais monsieur le député, comment ces gens-là peuvent avoir des armes comme ça, alors que nous, on a des documents à remplir et on a des contrôles tout le temps pour notre unique fusil de chasse qu'on a dans le salon pour aller chasser pendant la saison de la chasse. Et ils étaient outrés, et ils m'ont posé la question de manière outrée. Pourquoi ces gens-là arrivent à se promener, à se procurer ça, à se promener avec ça, et que nous, c'est une question de moyens. C'est plus facile d'aller contrôler un chasseur qui est de bonne foi, qui va remplir son document CERFA et qui répondra aux questions, que d'aller dans des zones de non-droit où on a des gangs qui sévissent et où l'État, de temps en temps, nous fait une opération de communication place nette, et puis en réalité, la place nette, elle se déplace de 20 mètres, histoire que les médias fassent une belle image, et puis derrière, ça continue. Malheureusement, la seule place nette qui a fonctionné jusqu'à aujourd'hui, c'est celle d'hier, c'est la place nette des gangs qui vient faire place nette, qui descend d'un véhicule avec la volonté de tuer, parce que quand on voit les images, je suis désolé, mais à aucun moment ils essayent de libérer leur otage, on va dire ça comme ça, sans tuer. Ils encerclent tout de suite les véhicules et tout de suite ils vont tuer. Il y avait l'objectif. Nous, qu'est-ce qui a été fait? On était allé dans les quartiers, on a arrêté certainement quelques dealers qui sont ressortis derrière parce que, et c'est là la deuxième partie, il y a des lois qui ne sont pas appliquées, mais il y a aussi des lois qui sont tout simplement laxistes. Ça fait plusieurs dizaines d'années que tous les gouvernements, les uns après les autres, progressivement, rendent notre système judiciaire plus laxiste. Ça a commencé sous Sarkozy avec Rachida Dati, qui a commencé à mettre en place les remises de peine, enfin pas les remises de peine, les aménagements de peine pour les peines de moins de 2 ans. Ensuite, on a eu la continuité avec Nicole Belloubet qui a supprimé l'emprisonnement de moins d'1 mois, la dernière loi de programmation qui prévoit toujours plus de contournement de peine, entre guillemets, du travail d'intérêt général, etc. Mais quand vous avez un monsieur Amra qui a un casier judiciaire déjà long comme le bras, alors certes, long comme le bras, pas de très grosses infractions, mais enfin, quand vous répétez 12 fois la même infraction, malgré votre arrestation, malgré vos condamnations, entre guillemets, ça veut bien dire que la condamnation ne marche pas. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui faillit dans cette chaîne. Donc, il y a les peines qui ne sont pas appliquées, les lois qui ne sont pas appliquées, qui doivent l'être, et le laxisme judiciaire sur lequel on doit mettre fin. On doit avoir des peines courtes de prison, comme ça se fait dans les pays nordiques. Vous êtes arrêté pour la première fois pour du deal, et ben vous allez faire un séjour en prison. Voilà. Ça va peut-être être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais vous le faites. Pour ça, il faut construire des places de prison. Il ne faut pas le dire, il faut le faire. C'est la deuxième chose. Il faut des peines planchées. Il faut des peines planchées pour les récidivistes, et il faut des peines planchées quand vous vous attaquez à des membres des forces de sécurité, des forces de l'ordre. Que ce soit un agent pénitentiaire qui, comme c'était dit tout à l'heure, est souvent oublié parce qu'il est derrière le rideau, entre guillemets, ou que ce soit pour les policiers et les gendarmes qui sont, eux, sur la scène du théâtre d'opération et qu'on voit tout de suite. Vous vous attaquez à un agent pénitentiaire, vous vous attaquez à un policier, à un gendarme, demain, vous devez avoir la certitude que vous allez avoir une peine minimale. Et tout ça, on peut l'étendre à l'infini. Souvenez-vous, il y a quelques mois, du côté de Nantes, du policier qui a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres par un refus d'obtempérer. La personne savait quand même ce qu'elle faisait. Quand vous traînez un policier à côté de votre voiture sur plusieurs dizaines de mètres et que vous ne vous arrêtez pas, c'est très grave quand même. C'est pas juste, vous êtes enfui. Il y a presque une tentative d'homicide. Vous savez très bien que le policier et le gendarme est en danger. À quoi a été condamnée cette personne? 35 heures de travail d'intérêt général. Je suis désolé, il y a une disproportion entre ce qui s'est passé, les faits, et la condamnation. Vous verrez que cette personne, quand elle aura un prochain contrôle, elle continuera sa route, elle tirera un policier ou un gendarme en espérant qu'il s'en sorte. Et puis, on dira qu'on ne comprend pas parce qu'on l'avait déjà puni et qu'elle aurait dû comprendre. Non. Un point, si vous me permettez. Allez-y, Xavier Hofer, et puis ensuite j'aurai une dernière question pour vous. La justice a totalement perdu les pédales. Ouais. Je vais vous donner 2 exemples de 2 poids, 2 mesures. Je fais du tir sportif depuis 20 ans. J'ai donc 2 armes à feu, des pistolets. Avant-hier,
j'ai été convoqué au commissariat de police du 13e arrondissement et j'ai dû passer 1 heure, parfaitement légalement, hein, j'avais rien fait de mal, mais pour remplir des trucs, on m'a demandé pratiquement le prénom de ma grand-mère, et voilà. Et donc, alors, le brave policier était conscient du fait que j'étais pas un dangereux criminel, il savait que j'avais enseigné à l'école des commissaires de police et à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Il était tout embêté d'avoir. Mais voilà comment, pour parler là aussi clair, on emmerde les gens. Voilà. En plus de ça, je ne vais pas me lancer dans une carrière criminelle. Bon, c'est absurde. Et en échange de quoi, l'année dernière, on a arrêté dans la rue un individu qui avait braqué des pharmacies ou des épiceries avec une arme de poing parfaitement bien simulée, ce qui fait que les gens croyaient que c'était un vrai pistolet et se laissaient braquer. Donc on l'a mis en prison et ses affaires personnelles ont été mises au greffe. Eh bien, quand il a été libéré de prison, on lui a rendu son pistolet. Ouais. Bah, écoutez, on dit ça pour un film comique, les gens disent t'exagères quand même, c'est pas possible. C'est arrivé dans les prisons de Monsieur Dupond-Moretti. Donc ils ont perdu les pédales. Il faut qu'ils reviennent aux fondamentaux et qu'ils fassent ce pourquoi, enfin, pas chez tous les députés, heureusement, mais chez une bonne partie des députés de la gauche progressiste et puis des gens du gouvernement et des fonctionnaires, la notion de victime a disparu. Toute la justice, toute la police, toute la gendarmerie doivent être d'abord au service des victimes. Le bien-être des taulards, peut-être, mais après. Ouais, si jamais le type qui a voulu étrangler une mamie s'indigne du fait qu'il ait une souris dans sa prison, eh ben, il n'avait pas voulu étrangler la mamie, il n'aurait pas la souris. Ça me paraît clair, quoi. Ouais. Mais ce que vous dites se vérifie, y compris au moment du jugement. Aujourd'hui, vous regardez un tribunal le jour d'un procès de viol ou de meurtre, on va d'abord chercher à victimiser le criminel avant de penser même à la victime qui l'a devant elle et qui revit les faits. On va chercher les excuses. Je le disais tout à l'heure, c'était mon exemple de la fessée, mais on va aller chercher pour le délinquant, le criminel, on va aller chercher une fessée, je caricature les choses, mais on va aller chercher une fessée un peu trop forte qu'il a prise quand il avait 5 ans pour expliquer qu'aujourd'hui il a un traumatisme, que c'est une victime de la société ou de ses parents, avant même de parler de la victime comme d'une victime. Et justement, est-ce que ces bandits, ces criminels n'ont pas intégré que le système fonctionnait comme ça? Est-ce qu'ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient se développer parfaitement indépendamment de la loi et des règles en vigueur? Et est-ce que finalement, on ne se retrouve pas avec une espèce de société parallèle où ils peuvent s'organiser selon leurs lois, selon leurs objectifs, leurs intérêts, et où finalement, la justice française, ça les intéresse assez peu. Et puis de toute façon, comme vous le dites, le peu de fois où elle sévit, ça reste assez léger, ils ressortiront et puis ils récupéreront leurs armes, etc. Alors, je vais vous donner un cas précis, celui des quartiers nord de Marseille. C'est un cas sous la loupe, mais il y en a, disons, au moins 200 autres, les quartiers, comment dire, qui sont devenus en état de sécession par rapport à la République, qui existent aujourd'hui sur notre territoire. Il y a 1300 quartiers de la politique de la ville, dont 200 considérés comme fort graves. Tout le monde connaît les noms, c'est les Minguettes à Vénissieux, c'est comment dire, des quartiers de la périphérie de Nantes, de Strasbourg, etc., et les quartiers nord de Marseille. La France entière a un taux d'homicide de 1,15 homicides pour 100 000 habitants. Si on prend la population des quartiers nord de Marseille, c'est-à-dire je prends les statistiques de la mairie, les 250 000 habitants du 13e, 14e, 15e et 16e arrondissement de Marseille, on arrive à des taux de criminalité latino-américains. L'année dernière, sur les 49 homicides commis dans la ville de Marseille en 2023, 44 ont été commis dans les quartiers nord. 44 dans les quartiers nord sur 250 000 habitants, ça fait un taux d'homicide de 17 pour 100 000. Mais au secours, 17 pour 100 000 dans la favela marseillaise, c'est dans la hiérarchie mondiale des homicides, c'est entre le Guatemala et le Brésil, vous voyez? Alors, naturellement, pour élargir un tout petit peu le débat, il y a des sénateurs qui viennent de faire un rapport de 650 pages sur le trafic de stupéfiants. Il ferait mieux, au lieu de faire des considérations générales et de dire des âneries,
comme de dire qu'il faut faire le DEA à la française, mais il n'y a pas un pays au monde qui est plus ravagé par la drogue que les États-Unis. Ouais. C'est ça le seul exemple qu'ils aient à nous donner. Refermons la parenthèse et disons que naturellement, si on rétablit l'ordre dans la favela marseillaise, eh bien, on réduit le trafic de stupéfiants à 80%, évidemment. C'est ça qu'il faut faire. La France n'a pas 36 problèmes de sécurité, elle en a un seul, c'est celui des zones hors contrôle. L'individu qui a tué le colonel Beltrame venait d'une zone hors contrôle, le voyou qui s'est évadé hier venait d'une zone hors contrôle de la région, c'est-à-dire des quartiers, comme vous le disiez très justement, où chacun fait ses petites affaires et se fiche éperdument de ce que pensent et ce que font M. Dupond-Moretti, Darmanin et consorts. C'est le seul problème. C'est le seul problème. 17 homicides pour 100 000 habitants dans les quartiers nord de Marseille. Et Monsieur Macron va y faire le kéké tous les 6 mois dans des villages Potemkin où il se fait photographier avec des dames, comment on dit déjà, issues de la diversité, c'est ça? Ouais. Et autres pitreries, et pendant ce temps-là, 17 homicides pour 100 000. Xavier Hofer, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je suis désolée, malheureusement, l'heure file. On va devoir mettre fin à notre entretien. Merci à vous aussi, Kevin Mauvieux. Puis on remercie Anselme Boussuge qui est déjà parti puisqu'il nous présentait cette petite parenthèse de chiffres. On vous retrouvera très bientôt pour en parler, puisque malheureusement, de toute façon, ce genre d'affaires se retrouve régulièrement dans l'actualité. Ça nous donnera au moins l'occasion de réouvrir ce débat. Merci à tous les deux d'avoir été parmi nous et à très bientôt.